Le soleil ne se lèverait pas avant plusieurs heures. Pourtant, le Japon avait déjà perdu plus d'une centaine d'hommes. Et voilà que 200 autres marchaient vers l'étroit banc de sable qui se dressait devant eux. Une bande de terre que les Américains avaient transformée en forteresse impénétrable. Tenter de la percer relevait de la folie. Le colonel Kiyonao Ichiki le savait. Mais il savait aussi que si ces hommes parvenaient d'une manière ou d'une autre à la franchir, Guadalcanal pourrait enfin être reconquise pour l'Empire. Et c'est ainsi que débuta le second assaut. Le soleil d'été brûlait haut au-dessus de Guadalcanal tandis qu'un groupe de 38 soldats japonais fraîchement débarqués progressait à travers des lagons infestés de crocodiles et une jungle épaisse qui menaçait de dissimuler l'ennemi derrière n'importe quel arbre tournant du sentier. Quelques kilomètres plus loin se trouvait Lunga Point, une avancée prononcée du littoral le long de la côte nord de l'île où les Américains s'étaient taillé une tête de pont de fortune. Cela ne faisait même pas 2 semaines que les Marines américains avaient débarqué à Guadalcanal. Pourtant, ils avaient déjà transformé ce bout de terrain en véritable casse-tête pour le Japon. Environ 11 000 Marines étaient retranchés tout autour du périmètre, et un aérodrome opérationnel connu sous le nom d'Henderson Field s'apprêtait à lancer des raids aériens sur toute l'île. Si les Japonais ne parvenaient pas à écraser rapidement cette menace grandissante, ils risquaient de perdre l'intégralité de Guadalcanal. Heureusement pour l'Empire, ils connaissaient l'homme qu'il fallait pour reconquérir chaque mètre carré de terrain que les Américains leur avaient pris. Le colonel Kiyonao Ichiki, commandant du 28 régiment d'infanterie, était réputé pour son approche impitoyable de la guerre, sans quartier ni pitié. Alors même qu'il débarquait sur l'île avec seulement 916 hommes, il écrivait déjà dans son journal de guerre « 18 août, débarquement. 20 août, marche de nuit et bataille. 21 août, jouissance des fruits de la victoire. » Ses officiers supérieurs l'avaient mis en garde, lui conseillant d'attendre des renforts, mais Ichiki avait refusé d'écouter. Ses troupes comptaient parmi les meilleurs guerriers que l'armée japonaise avait à offrir, et il n'avait aucune intention de les laisser rester les bras croisés. Quelques heures après le débarquement, 800 soldats se dirigeaient déjà vers l'ouest, avec 100 hommes supplémentaires positionnés à l'arrière. La formation était située à environ 15 km à l'est des lignes américaines, et tout ce qu'il fallait maintenant, c'était que la patrouille de 38 hommes, qu'Ichiki avait envoyée en avant, leur donne le feu vert. Mais avant que le signal n'arrive, des coups de feu éclatèrent depuis la jungle, frappant de plein fouet la patrouille japonaise de tête exactement là où elle se trouvait. Les Américains les avaient repérés en premier. Les tirs semblaient provenir de toutes les directions, ne laissant à la patrouille japonaise d'autre choix que de faire demi-tour et de fuir pour sauver leur vie. Mais même cela ne suffit pas à les sauver. La patrouille américaine les surpassait en nombre de presque 2 contre 1. Et pour chaque balle que les Japonais parvenaient à esquiver, une autre déchirait la jungle juste derrière. Lorsque les tirs finirent par cesser, seuls 5 soldats japonais avaient réussi à s'échapper. Ichiki avait perdu l'effet de surprise, mais cela ne l'inquiétait pas. Même avec à peine plus de 900 hommes, il restait convaincu qu'il pouvait anéantir un régiment entier de Marines, à condition d'être assez malin dans son approche. Le plan était direct. Les forces avanceraient le long du rivage, franchiraient la rivière Tenaru, connue des Américains sous le nom d'Alligator Creek, et se glisseraient dans l'angle nord-est du périmètre des Marines. De là, un assaut nocturne foncerait droit vers Henderson Field. Mais alors qu'Ichiki faisait avancer ses hommes aux premières heures du 21 août, il devint évident que le chemin ne serait pas facile. Désormais pleinement conscients de la présence japonaise, les Américains avaient fortifié la rive d'Alligator Creek. Des nids de mitrailleuses et des trous de combat couvraient l'approche, renforcés par des canons antichars de 37 mm chargés de mitrailles capables de faucher plusieurs hommes d'un seul tir. Pourtant, il n'y avait pas d'autre voie. Et c'est ainsi qu'Ichiki ordonna à ses hommes d'avancer. Les assaillants se ruèrent à travers le rivage, fusils levés, tirant à l'aveugle dans l'obscurité tandis qu'ils chargeaient vers les barbelés qui les séparaient des lignes américaines. Les hommes de la première vague, près de 100 soldats, eurent immédiatement un aperçu de la brutalité du combat qui les attendait. Certains furent fauchés en plein saut alors qu'ils tentaient de franchir les barbelés. Beaucoup tombèrent avant même de les atteindre, pris par les tirs américains dès l'instant où ils posèrent le pied sur le champ de bataille. Les plus chanceux furent ceux qui, par pure chance aveugle, parvinrent d'une manière ou d'une autre à atteindre les positions de tir des marines, s'emparant des positions à main nue s'il le fallait, mais même eux ne purent tenir longtemps. Presque aussitôt qu'ils avaient réussi à prendre une position, les armes américaines pivotaient vers eux et ouvraient le feu. Le premier groupe d'assaillants fut anéanti en moins d'1 heure après le début de la charge. Mais Ichiki n'était pas prêt à abandonner. Son régiment était douloureusement proche du périmètre américain. Franchir cette ligne défensive obstinée et la victoire serait sienne. Et c'est ainsi qu'avec près de 100 hommes déjà perdus, il ne perdit pas de temps pour ordonner un nouvel assaut. Cette fois,
150 à 200 soldats reçurent l'ordre d'avancer tous en même temps. Mais peu importe l'augmentation des effectifs, le résultat sembla presque identique. Les troupes japonaises étaient fauchées par dizaines tandis qu'elles se ruaient à travers le banc de sable, esquivant les tirs ennemis et enjambant les corps de leurs camarades tombés. Si les Japonais voulaient survivre à ce combat, leur stratégie devait changer. Avant qu'eux aussi ne soient détruits sur le banc de sable, un petit groupe se détacha de l'assaut principal. Au lieu de charger le coude où les mitrailleuses américaines étaient concentrées, ils traversèrent la rivière plus au sud, se glissant au-delà des zones de tir les plus intenses. Leur objectif était un tracteur amphibie abandonné près de l'une des positions de Marines les plus isolées, où un canon anti-char de 37 mm était en service. De là, les Américains peinaient à diriger des tirs efficaces sur eux. Et pour la première fois depuis le début de la bataille, les troupes japonaises purent riposter, du moins de manière relativement efficace, abattant les défenseurs Marines un par un et neutralisant certaines des positions qui avaient déjà coûté aux Japonais des dizaines de soldats. Cela aurait dû être le début de la percée d'Ishiki. Mais au moment où ces gains furent réalisés, le reste de la seconde vague avait déjà disparu. Près de 200 hommes de plus perdus, comme ça. Et pourtant, Ishiki croyait toujours pouvoir renverser la bataille. Incapable de percer les lignes américaines, que ce soit à travers le banc de sable ou par la rivière plus au sud, Ichiki décida que la dernière chance de ses hommes résidait dans la mer. Le plan était de s'avancer dans les vagues océaniques au-delà de la ligne de tir principale des Américains, de contourner les barbelés sans être détectés, puis de revenir vers une portion de plage bien moins défendue. Tandis que les soldats s'enfonçaient dans l'eau, aucun tir américain ne les accueillit. Pendant un instant, il sembla que le plan pourrait effectivement fonctionner. Mais alors que la colonne progressait à travers les vagues, leurs silhouettes commencèrent à se dessiner contre le rivage. Sur la plage, les artilleurs Marines repérèrent le mouvement et braquèrent leurs mitrailleuses et leurs mortiers vers l'eau. Au moment où les Japonais atteindraient les eaux peu profondes, les Américains seraient prêts. Les Japonais tentèrent de prendre l'avantage en ouvrant le feu avant même d'atteindre la plage, mais cela ne fit aucune différence. À l'instant où ils essayèrent d'émerger des vagues, les tirs américains les déchiquetèrent. Les hommes tombaient par dizaines, fauchés dans l'eau avant même de pouvoir poser un pied sur la terre ferme. Les corps s'amoncelaient dans les eaux peu profondes, rendant presque impossible pour ceux qui les suivaient d'avancer sans être pris dans la même tempête de balles. Le massacre fut si terrible que même lorsqu'une poignée de soldats japonais parvint à ramper vers les positions des marines, l'attaque s'effondra. Les survivants n'eurent d'autre choix que de battre en retraite vers la rive est de la rivière ou être totalement anéantis. À ce stade, Ishiki avait épuisé toutes les options. Pourtant, il refusait de quitter la zone. Qu'il planifiait encore un autre assaut ou qu'il ne pouvait tout simplement pas accepter la défaite, c'était difficile à dire. Ce qui était certain, c'est que rester sur place après que la bataille était déjà perdue fut sa plus grande erreur. Car maintenant, les Marines en avaient fini avec la défense. Et alors que les premières lueurs de l'aube rampaient à l'horizon, c'était au tour de l'Amérique de mener l'attaque. Le premier bataillon du 1er régiment de Marines, dirigé par le lieutenant-colonel Leonard B. Creswell, fut le premier à se déployer. Avec plus d'1 millier de Marines impliqués dans la contre-attaque, Creswell poussa son unité à travers la rivière dans 2 directions. L'une avançant depuis le sud, l'autre depuis l'est, se refermant méthodiquement sur la formation japonaise jusqu'à l'encercler. Le piège se resserrait autour de la zone où les Japonais avaient trouvé le peu d'abri qu'ils pouvaient. Un petit bouquet de palmiers juste au-delà du banc de sable, connu sous le nom de cocoterais. Lorsque les Japonais réalisèrent ce qui se passait, ils levèrent leurs fusils et lancèrent une charge désespérée à la baïonnette dans une tentative de s'échapper. Mais à ce moment-là, plus rien ne pouvait arrêter le massacre. Certains tentèrent de fuir vers le banc de sable, se précipitant vers des embarcations de fortune dans une ultime tentative d'évasion, mais ils n'allèrent pas loin. Avec le soleil désormais levé, les avions d'Henderson Field rugissaient au-dessus, plongeant bas et mitraillant la plage et le rivage, abattant tous les soldats japonais qui avaient réussi à échapper aux tirs au sol. Il ne restait plus maintenant qu'à nettoyer les dernières poches de résistance dissimulées parmi les cocotiers, y compris le commandant obstiné qui avait mené ses hommes au désastre. Peu après le début de l'encerclement, 4 chars Matrois Stuart des Marines avancèrent. Leurs canons de 37 mm ravagèrent le bosquet, écrasant des groupes entiers de soldats japonais qui ne pouvaient guère faire plus que leur lancer des grenades. Réalisant que la bataille était perdue sans espoir, le colonel Kiyonao Ishiki dut enfin accepter sa défaite. Qu'il ait été abattu par les tirs américains ou qu'il ait choisi de mettre fin à ses jours lui-même demeure incertain à ce jour. Le soir venu, les combats étaient terminés. En moins d'une journée, les Japonais avaient subi l'une de leurs pires défaites de la guerre jusqu'alors, avec environ 800 hommes perdus contre environ 44 du côté américain. L'époque où l'on considérait le Japon comme le guerrier invincible du Pacifique était révolue. La bataille d'Alligator Creek
était perdu. Et bientôt Guadalcanal suivrait.